Alors Bernard Spitz, vous avez été, interpellé et puis, Oui. j'avais prévu alors j'en profite parce que, j'avais aussi, prévu de vous poser quelques questions puisqu'il y a un certain nombre d'outils que vous proposez, dans le manifeste. Alors, je reçois quelques messages de certains qui me demandent si vous êtes encore un petit peu là pour pouvoir prolonger l'échange avec vous et Ah qui se ouais. sont intéressés au manifeste donc, Je oui, je oui, vous pourrez, je vous suis pourrez abso interpeller Bernard je suis Spitz après. absolument là et donc l'échange pourra se poursuivre et par ailleurs, j'encourage vivement à la lecture du manifeste. Voilà, c'était un petit moment de publicité et donc au fond, quand on regarde toutes ces questions, on voit bien qu'elles tournent autour d'un problème. On parle de la représentation, on parle des corps intermédiaires, on parle de la confiance. Enfin, il y a, j'en suis sûr, dans cette salle, entre nous tous, une communauté de valeurs et on a le sentiment aujourd'hui que cette communauté de valeurs ne suffit pas à convaincre. Et c'est ça la vraie question. Pourquoi elle ne suffit pas à convaincre? Alors, la journée n'y suffirait pas. Partons du problème des jeunes. Très concrètement, les jeunes, ils ont voté Mélenchon. Bon, je caricature, hein, parce qu'on pourra mais enfin, globalement, on le sait. Les retraités ont voté Macron, les actifs ont voté Le Pen, les jeunes ont voté Mélenchon. Si on veut être caricatural, mais enfin en disant une chose vraie, pourquoi les jeunes ont-ils voté Mélenchon? Alors, je pourrais demander pourquoi, selon cette génération, moi je les ai tous interrogés autour de moi pour essayer de comprendre. Et en fait, le raisonnement, c'était assez simple. C'était, bon, alors peut-être j'étais pas un échantillonnage tellement représentatif, mais enfin, il n'était pas question de voter pour le Front National, par principe. Ensuite, Macron, bah non, il nous écoute pas, il se fout complètement de nos sujets, donc non. Euh, Sans compter, bon, une petite déception, mais enfin, les jeunes, c'est plutôt 25 ans, hein, c'est 15-25 ans statistiquement, le truc. Donc, beaucoup n'avaient pas voté la fois d'avant. Et ensuite, ils disent, bon, bah, ce sont les partis, le Républicain, c'est nul, le PS, c'est nul, les Verts, ils sont nuls, tout le monde est nul. Et bah, Mélenchon. Et Mélenchon a réussi cette espèce d'imposture, parce que les jeunes, c'est pas qu'ils n'ont pas de mémoire, c'est qu'ils sont jeunes. Donc, ils ne savent pas qui est Mélenchon. Moi, je sais qui est Mélenchon. Je l'ai connu il y a 30 ans, quand il était à l'Essonne. Je peux vous dire que question euh, mépris de son prochain et des petits, il est difficilement battable. C'est pas un homme c'est un extrême, mais un extrême d'abord avec un ego surdimensionné et puis il ne pense qu'à lui. Il a beaucoup de talent, il a beaucoup de culture, il a appris de Mitterrand, mais globalement, il n'est pas porteur de nos valeurs en aucun cas. Donc, et pourtant les jeunes se sont attirés. Pourquoi? Pas grand-chose. D'abord, une espèce d'imposture autour de la modernité, parce qu'il a été plus malin, il a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Lisez le livre Les ingénieurs du chaos, très intéressant livre qui montre comment, à travers les réseaux sociaux et les logiciels, on arrive à manipuler le corps électoral. Ça a été écrit par un Français, mais enfin franco-italien, qui va peut-être avoir le prix Goncourt pour l'hommage du Kremlin d'ailleurs bientôt. Mais enfin, très instructif et il a parfaitement adhéré à ça. Son hologramme, son immersion, lui a donné suffit à lui donner le sentiment, enfin à donner aux jeunes le sentiment qu'il portait le message vers. Complètement une imposture. Mais il faut écouter ça, il faut se comprendre que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas être naïf et se cramponner à nos valeurs en disant bah, ça devrait suffire. Ben non, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas comme ça que les gens pensent. Et donc, il faut certainement apporter des solutions concrètes, c'est une évidence, mais pas seulement. Alors, apporter des solutions concrètes, bien sûr, sur les sujet fondamental, on sera évidemment tous d'accord là-dessus. Bon, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, hein? Parce que lorsque on parle de faire l'autonomie des établissements, ce en quoi je crois profondément, il y a tout de suite une espèce de révolte qui se passe. Et lorsqu'on discute sur le fond, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais il y a un débat qui est de savoir si depuis 20 ans, les organisations syndicales se sont battues pour le niveau de vie des profs ou pour leur emploi du temps. Moi, je connais la réponse. Bon, on la connaît tous. Et donc, on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut, à un moment donné, être responsable collectivement. C'est vrai que moi, je trouve que c'est formidable dans ce qui se lance ici, c'est qu'effectivement, à travers la Bretagne, ou ce qu'a fait Carole Delga en Occitanie, on a des lieux concrets. Mais ça, c'est des lieux où on peut exercer, mais non sans difficulté, parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il y a aussi des conservatismes qui sont très forts. Et ça dans tous les domaines. Regardez le débat sur les retraites, c'est quand même un débat terrible. Je vais vous dire un truc qui va, enfin, ça me fait frémir.
j'étais effectivement calé de Michel Rocard. C'était mine de rien il y a 30 ans. Ça m'a appris ce qu'était la dignité en politique. Mais Michel Rocard, à un moment, lorsqu'il s'est agi de prendre une décision intéressante, qui était la décision de savoir s'il fallait ou non faire payer le RMI, la CSG aux retraités, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui disaient mais c'est de la folie, furieux, ton électorat est un électorat de personnes plutôt plus âgées, mûres, qui connaissent le truc, tu vas les agresser, c'est désastreux, il ne faut pas faire ça. Ta popularité va tomber. Et d'autres qui disaient, j'étais dans ce camp-là, disaient oui peut-être, mais enfin, ce qui se constate depuis 30 ans, c'est une dégradation totale de la situation des jeunes par rapport à la situation des personnes âgées. Dans les années 70, 14% des personnes de plus de 65 ans étaient en deçà du seuil de pauvreté. 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, aujourd'hui encore, c'est 14% des jeunes qui sont en deçà du seuil de pauvreté. On a réussi à construire, et nous sommes tous dans cette salle, les complices de ça, hein, sauf ceux qui ont moins de 30 ans, nous sommes les complices d'un système qui a consisté à reporter la charge de tout sur les générations futures avec une incroyable aveuglement. Non pas parce qu'on voulait être méchant, mais parce qu'on était dans l'indifférence de ça, ou en tout cas dans l'absence. Bref, toujours est-il que lorsqu'il s'est agi de savoir s'il fallait le faire ou pas, Michel Rocard il a tranché le débat en disant « il faut bien que ma popularité serve à quelque chose ». Et parce qu'il considérait que c'était juste, il a fait payer la CSG aux retraités, qui ne lui ont pas pardonné. Vous vous souvenez des élections européennes de l'époque, ça a été un massacre, avec en plus la complicité de fraction de gauche, du Parti socialiste, de François Mitterrand et de ses amis. Bref, il l'a payé cher, mais il a pris une décision. Le drame, c'est que c'est ensuite Alain Juppé qui, pour des raisons électorales pures, a aboli ça, et que donc on a à la fois eu l'injustice, les déficits et l'aggravation de l'écart entre les générations. Donc voilà, il y a des moments où il faut faire des choix comme ça, mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment où il faut effectivement repenser complètement le mindset. Vous avez raison d'évoquer la question de l'environnement, elle est centrale aujourd'hui. Elle est centrale et elle pose encore des injonctions contradictoires. Terrible. Est-ce qu'on veut faire les investissements massifs pour aller dans le sens de la décarbonisation de l'économie? OK. Donc cet argent, on le dépense à ça, on ne va pas le dépenser à autre chose. On va aussi avoir des contraintes sur le fonctionnement et la vie des citoyens. On voit bien ce qui se passe. La voiture électrique, c'est sympathique, mais qui va la payer? Qui va la payer? Vous connaissez tous, vous êtes des élus, vous savez tous comme moi que ce qui s'est passé, et les gilets jaunes ne sont que l'expression de ça. Ça a été le fait que le coût en centre-ville est tel qu'un certain nombre de gens pauvres ont été obligés de quitter pour aller vers les périphéries, et pas les bonnes périphéries, les mauvaises, celles où il n'y a pas de transport public, celles où il n'y a pas de... Et qui donc, pour qui la voiture est absolument le moment, enfin la chose vitale. Et ben, on leur dit à la fois qu'ils vont payer l'essence plus cher, qu'il faut qu'ils fassent le contrôle technique. Vous savez quoi? Ils ont des voitures pourries. Oui, parce qu'ils sont pauvres, oui. Donc ils ont des voitures pourries. Et donc effectivement, ça ne marche pas. Et quand on leur dit tout ça à la fois et qu'on le fait, c'est totalement... ils n'ont plus qu'à se révolter. Et je le comprends très bien. Donc comment on gère ce problème? Ce n'est pas avec les sommes qui ont été mises de côté qu'on va réussir à faire ça. Donc on a un certain nombre de choix d'arbitrage, de dilemmes à trancher. Et on ne pourra les trancher qu'au nom d'un certain nombre de valeurs collectives et avec un message qui soit clair. C'est vrai dans tous les domaines. Donc oui, il y a des solutions techniques ici et là. On propose une réforme, je le dis juste d'un mot, une réforme institutionnelle qui consiste à redonner, à récréer. La décentralisation réelle est à travers toutes nos propositions. On propose des territoires de santé. C'est à peu près dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure Jacques Lemène, c'est-à-dire de reconstruire complètement le système de santé autour des territoires et d'avoir leur cohérence à chacun. Plutôt que la même chose, il faudrait le faire dans l'éducation nationale. Et d'une façon générale, rééquilibrer les pouvoirs. Nous proposons que le Sénat ait le dernier mot sur les textes concernant les territoires et que le cumul des mandats ne soit plus interdit, mais soit obligatoire. On ne peut pas être candidat au Sénat si on n'a pas un mandat local. Il faut rétablir que les pouvoirs locaux puissent prendre leur autonomie par rapport à l'État. On cite dans le cas très concret du problème de l'eau. Le bouquin a été écrit en novembre, je sais que nous avons des problèmes d'eau. Vous aurez un chapitre qui vous explique pourquoi on va avoir des problèmes d'eau et comment on pourrait éventuellement les régler. Mais tout ça, ce sont des solutions qui sont peut-être pertinentes, intelligentes, tout ce qu'on voudra. Ça ne suffira pas à résoudre le problème politique. Parce que le problème politique, c'est vraiment un problème d'incarnation de valeurs. Il faut avoir des messages qui soient clairs.
nous sommes dans un moment de transformation très fort. Et de ce point de vue-là, Macron a raison. Nous avons l'inflation, nous avons la pandémie, nous avons le climat et nous avons la guerre aux portes. Tout ça, ça fait des bouleversements. On a eu ça par petits bouts. On a eu tout ça depuis un siècle, simplement, tout ensemble. Avec les conséquences que ça entraîne les uns sur les autres, ça appelle à des réponses qui sont effectivement tout à fait différentes. Effectivement, on n'aura pas le temps de le développer, mais on propose aussi, il y a la question de tout ce qu'on peut faire au sein de la communauté française et quel message on peut faire. On a 3 ans pour proposer autre chose, une autre vision. Et ce que tous les partis jusqu'à présent ont été incapables de faire, donc l'espace a été occupé par Emmanuel Macron pendant deux mandats, ça ne suffira pas. Il faut inventer un message qui soit complètement celui de ce siècle et qui soit porteur d'autant d'espérance que l'ont pu l'être d'autres. Et la social-démocratie en soi n'est pas une réponse, n'est plus une réponse. Il faut inventer quelque chose qui soit la mutation, la mue de la social-démocratie. Et en France, on a pris du retard là-dessus par rapport aux autres pays européens. Et donc, il faut sublimer ce retard à travers les valeurs. Je pense que la Bretagne peut éventuellement être un bon tremplin pour se donner ce souffle et ces valeurs. C'est pour ça que ce qui se passe ici est important et qu'il faut que ça... et je dis évidemment pour aussi l'Occitanie, il y a quelques lieux comme ça en France qui donnent un peu de sentiment d'espoir, mais il va falloir construire, il va falloir le faire vite, il va falloir le faire avec, je dirais, beaucoup de cœur et de résilience, parce que, et aussi beaucoup d'intelligence, parce que la communication de tout ça n'est pas... On peut être très bien, très intelligent, avoir des très bonnes idées, et si ça ne passe pas la rampe, eh ben, c'est mort. Aujourd'hui, il y a une autre façon de faire passer les idées. Il faut aussi être capable de s'adapter à ça. Enfin bon, Merci. on pourrait Mmh. le développer plus longtemps, mais je ne veux pas monopoliser la parole. En tout cas, voilà, je suis très content d'être ici et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.